Bonjour à tous et à toutes. Alors nous sommes réunis autour de deux personnes qui viennent pour la première fois au Festival international de géographie. Irène Frachon, on peut trouver une explication à cette découverte tardive de l'endroit parce que Brest, où vous exercez, c'est quand même à l'autre bout de la France. Irène Frachon fait beaucoup d'expériences, celle de Saint-Dié et puis celle de la bande dessinée. Vous aurez ici, pour la retrouver, un livre avec lequel vous pouvez échanger. Donc c'est une BD sur l'histoire du Mediator dans la longue durée qui a été publiée chez Delcourt avec Éric Giacometti et François Duprat. Ronnie Broman, Monsieur le Président, bonjour. Je dis Monsieur le Président parce que vous étiez président de Médecins sans frontières quand Irène Frachon y a travaillé, et puis vous êtes, ça a duré 12 ans, et maintenant vous êtes président pour 3 jours du Festival international de géographie de Saint-Dié. Et les éditions du Seuil, qui sont très liées à cette édition du festival, ont déterré le livre que vous aviez publié il y a une dizaine d'années, qui s'appelle « Penser dans l'urgence », et dont vous et moi croyions qu'il était épuisé. Alors, penser dans l'urgence, ça va être un peu notre thème cet après-midi. Mais d'abord, peut-être une petite présentation croisée, parce que ce n'est pas du tout la première fois que vous vous rencontrez. Encore que vous avez des origines politiques un peu différentes. Vous êtes un carabin révolutionnaire, vous, Ronnie Broman. Oui, on peut dire ça. Oui. Ouais. Il a saccagé la bourse en mai 68. On lui a proposé de tuer un flic infiltré dans la cause du peuple. Enfin, il y a réfléchi à 2 fois quand même. Hein? Bravo, oui. Ce sont des faits peu connus, mais que vous assumez. Voilà, bon. Tandis que vous, Irène Frachon, dans la BD, j'avais repéré que vous portiez une croix huguenote, et je vois que c'est encore le cas dans la vérité, dans la réalité, dans la vérité de la réalité. Alors vous, famille protestante ? Oui, famille protestante, en particulier donc, avec des attaches à Nancy. Et des attaches à Saint-Dié aussi par l'histoire et la guerre de 14-18, avec un grand-oncle qui est... Sur la tombe duquel vous allez aller ? Je suis allée déjà. Vous êtes allée ? Oui, dans le cimetière militaire de Saint-Dié. Voilà, donc médecin protestant, oui. Alors vous avez tous les deux une expérience hospitalière. Vous, la première, je crois que c'est en Afrique, dans le cadre d'une association catholique d'ailleurs, Ronnie Broman. Et vous dites, au fond, en Afrique, je ne suis pas tellement du côté du docteur Schweitzer. Enfin, je parle de la haute époque où vous étiez encore un militant quasi révolutionnaire. Oui, on peut dire qu'à l'époque où j'étais étudiant en médecine ou jeune médecin, j'étais plutôt du côté du docteur Norman Bethune, celui qui a accompagné Mao dans la Longue Marche, que du côté de Schweitzer, qui jouait de l'orgue au fin fond de la forêt gabonaise. Ce qui me semblait être une activité tout à fait déplacée. Oui, enfin, vous êtes du côté du docteur Schweitzer, Irène Frachon, et vous avez des arguments que vous pouvez mettre en avant pour contrarier le portrait que fait Ronnie Broman du bon docteur Albert Schweitzer. Mon éducation protestante a commencé très jeune, et les 2 grandes figures dont on nous parlait, c'était le docteur Albert Schweitzer et Martin Luther King, qui étaient les 2 grands exemples de droiture morale. Et j'ai été très impressionnée par l'exemple d'Albert Schweitzer. J'avais complètement oublié d'ailleurs qu'il avait été vraiment l'inspiration de ma vocation de médecin et puis de mon désir d'humanitaire. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai oublié ça. Puis on m'a posé tellement de questions que j'ai fini par... rappelez quand même Lambaréné. Lambaréné, c'est un médecin donc, alsacien qui était également théologien et musicien. Excellent d'ailleurs dans les 3 domaines, et qui est parti à Lambaréné au Gabon pour soigner les populations autochtones, et il est devenu plus tard prix Nobel de la paix, et puis ensuite avec notamment Albert Einstein, très engagé contre l'arme atomique, et il était un grand militant du respect de la vie sous toutes ses formes. Et il a été ensuite, son souvenir s'est petit à petit un petit peu dilué
évolué et même c'est un petit peu taché parce que voilà, c'était peut-être un peu déplacé. On était dans, il est devenu peut-être. Je disais ça pour rire. Hein, non, mais il y a eu des questionnements avec. On voit des photos de ce médecin moustachu avec son casque colonial, et puis tout à coup, ça nous met un peu mal à l'aise au fur et à mesure que donc on déconstruit un peu les idoles. Et j'ai été très heureuse en fait de lire un livre paru en 2013, donc de Augustin Eman, qui est un sociologue universitaire gabonais et qui a fait une très longue enquête pour retrouver la trace et l'image de cette icône africaine qui était Albert Schweitzer. Et en lisant ce livre, en fait, j'en ai été très heureuse parce que je me suis dit, mais cet homme qu'on m'a présenté comme un exemple, en était un, réellement. Oui, parce que vous avez toujours été très soucieux, Ronnie Broman, que la médecine humanitaire n'impose pas des comportements issus du pouvoir médical aux populations autochtones, comme dit Irène Frachon. Oui, et d'ailleurs, enfin, ce que je disais, c'était sur Norman Bethune et Albert Schweitzer, c'était un petit peu pour répondre ton sur ton à vos pics en forme de questions. C'était donc pour sourire, parce qu'en fait, Norman Bethune, donc grand médecin révolutionnaire canadien, qui a d'abord été qui a monté les premières unités médicales de campagne lors de la guerre d'Espagne, du côté républicain, et qui donc a, par exemple, inventé la transfusion sanguine en situation de guerre, qui ensuite a été en Chine pendant la Longue Marche. C'est un personnage à la fois héroïque, mais impossible, probablement odieux. Je ne pense pas que j'aurais pu passer en réalité une soirée avec lui, et probablement beaucoup plus facilement avec Schweitzer, in fine, qu'avec Norman Bethune. Mais disons, c'était un peu pour jouer l'opposition trait pour trait. Mais Norman Bethune était un grand stalinien et d'une certaine manière aussi un grand héros extrêmement courageux. Quand même quelqu'un qui s'était, je ne sais pas si tu le sais, qui s'était fait un pneumothorax pour soigner sa tuberculose lui-même. Donc c'est quand même, c'est extrêmement douloureux hein, dans les années. C'était un pneumologue au départ, donc un collègue. qui considérait que la tuberculose, non sans raison, mais quand même c'était un peu exagéré, était une maladie de la misère, et que pour lutter contre la tuberculose, il fallait installer le communisme partout. C'était un raccourci un petit peu sommaire. Enfin voilà le personnage. Bon, moi je vais avoir beaucoup de mal à mettre un coin entre vous deux. Vous avez constaté que nos deux interlocuteurs se tutoient. En fait, vous vous êtes rencontrés plus d'une fois. Oui, enfin rencontrés par courrier. Et il y a une occasion que vous avez saisie, connaissant un peu Ronnie Broman, au moment où vous publiez Irène Frachon, Mediator, combien de morts? Ça, c'est la première version, avant censure. Vous avez été demandé une postface à Ronnie Broman, et on va se servir dans notre débat tout à l'heure du texte de Ronnie Broman. Oui, alors... juste pour revenir à l'affaire du Mediator, très rapidement, et il y a une longueur dans le temps, une chronologie. Je suis partie avec Médecins sans frontières en 1989-90 à la frontière entre la Birmanie et la Thaïlande. Et quand je suis rentrée en 1990 pour poursuivre mon internat de médecine, je suis arrivée dans un service. Alors là, c'était vraiment le yin et le yang, parce qu'on partait de populations qui souffraient de palu et de choléra, pour arriver dans un service ultra spécialisé, mondialement reconnu pour une maladie ultra rare qui touchait les artères du poumon, qui s'appelle l'hypertension artérielle pulmonaire, qui tue en 2 ans en moyenne après le diagnostic. Et en arrivant dans ce service en 1990, j'avais donc 27 ans, je découvre les premières victimes du laboratoire Servier, puisque un certain nombre de jeunes femmes venaient mourir dans le service après avoir consommé un coupe-faim qui s'appelait l'isoméride et qui était très très largement distribué. Et donc, vous voyez qu'il y a une association, entre guillemets, une espèce de basculement d'une histoire à l'autre médicale. Et puis, le temps passant, l'affaire de l'isoméride, qui était donc un coupe-faim extrêmement dangereux, il a fallu des années pour que ce coupe-faim soit interdit, alors que c'était absolument une évidence. Ça a été l'objet d'un très très grand procès, d'un immense scandale aux États-Unis, qui a également encaissé donc, le drame de ces coupe-faim dérivés d'amphétamine. Et alors qu'en France,
tout est passé entre les gouttes. Et donc, retrait de ces produits en 1997. Et moi, je suis partie travailler à Brest. Et en 2007, j'ai eu donc une alerte sur le Mediator, soi-disant un antidiabétique du laboratoire Servier. Et je suspectais, parce que j'avais quelques rares indices, qu'il pouvait avoir un lien avec l'isoméride. Et donc, j'ai commencé une enquête. Et cette enquête m'a conduite à découvrir une criminalité que je ne suspectais pas. C'est-à-dire que le laboratoire Servier, en toute connaissance de cause, dissimulait le fait que le Mediator était aussi dangereux que l'isoméride, était exactement équivalent. Donc il y avait une tromperie criminelle absolument hors norme et dissimulée, puisque ça faisait 30 ans que ce produit était commercialisé, donc potentiellement une catastrophe sanitaire. Et malheureusement, on y est aujourd'hui et on patauge dedans depuis 15 ans. Et donc quelque chose de dangereux, puisqu'il s'agit d'un laboratoire qui n'a jamais hésité à utiliser des véritables méthodes de barbouze, y compris à l'époque de l'isoméride, pour intimider ses adversaires, voire les menacer. Et donc, j'ai obtenu, après une enquête de pharmacovigilance, le retrait du Mediator, une fois que j'ai compris que ça n'était qu'un isoméride bis. Et tout ceci s'est fait, j'ai compris que le produit le retrait se faisait en catimini, sans que qui que ce soit ne soit informé. Et donc, j'ai publié, effectivement, assez rapidement, un témoignage, Mediator, combien de morts, pour raconter cette incroyable enquête que j'ai dû mener, à la fois scientifique et policière. Alors, j'ai publié Mediator, combien de morts. Alors, vous allez pointer, vous avez pointé un des aspects de notre débat. Il y a l'urgence, les victimes qui se noient. Vous les figurez, votre dessinateur et vous, comme se noyant dans la Manche, dans votre BD. Mais il faut s'inscrire dans le temps. Il y a eu l'isoméride avant, voilà. Et vous dites que c'est une affaire bis. Oui. Et d'ailleurs, le livre, la BD de cette année, elle est signée par le journaliste qui a enquêté un peu en vain sur l'isoméride et qui s'appelle Éric Giacometti. Absolument. Bon, alors on est à quelle année au moment de la publication de Mediator? Combien de morts? On est en 2010. D'accord. Et vous ne pouvez pas publier au Seuil, comme Ronnie Broman. Les éditeurs parisiens ne vous font pas extrêmement confiance et vous publiez à Brest, chez vous, dans l'excellente maison Dialogue. Absolument. J'ai eu des échanges avec les éditeurs parisiens. Bon, alors ce serait trop long de revenir, mais ça n'a pas été possible. Et finalement, j'ai pris la décision. Il y avait des propositions, mais qui ne me convenaient pas. Et finalement, j'ai décidé de prendre un éditeur brestois, en sachant que j'allais affronter une boîte très dangereuse. Et que ça n'allait pas bien se passer. Et je ne suis pas du tout kamikaze. Je n'ai jamais imaginé me retrouver dans cette situation-là où j'imaginais que moi j'étais complètement anonyme, médecin anonyme, brave médecin de campagne, enfin de province, pneumologue. Et je me suis dit, voilà, il faut des pare-feux. Et donc, je me souviens très bien qu'on discutait avec mon mari. Comment se protéger un tout petit peu. Ouais. Et il y avait aussi peut-être faire appel à quelqu'un qui soit une certaine caution et qui puisse s'associer et donner une sorte de gage aussi de sérieux de cette dénonciation. Et puis tout à coup, je crois que c'est mon mari qui m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne ferais pas signe à Ronnie Broman? Je lui ai dit, mais c'est génial. Et c'est là où je dois rendre un hommage à Ronnie, parce que je t'ai écrit. On ne se connaissait pas, je t'ai dit que j'avais travaillé pour Médecins sans frontières, je t'ai envoyé ce manuscrit, et tu as écrit une postface absolument remarquable, dans les temps, enfin vraiment c'était parfait. Et ça m'a protégée, ça a effectivement été une sorte de marqueur pour les journalistes et la presse, dire tiens c'est marrant, il y a Broman aussi qui signale ce livre, enfin je te le dis parce que ce livre a été aussitôt attaqué en justice, censuré par la justice, donc ça s'est très mal passé tout de suite. Et après, l'affaire devient, le scandale éclate, l'affaire est reconnue, tout un tas de démarches, notamment judiciaires, se mettent en place, etc. La vérité, petit à petit, fait son chemin. Et donc, il a fallu pour cela que j'intervienne très souvent dans l'espace public, sur les radios, les télés. Et du coup, plein de gens se sont adressés à moi pour des préfaces, des postfaces, etc. Et là, je me suis dit, Ronnie, quand même, il a été formidable, parce qu'il n'a pas moufté. Il a lu, il a dit j'y vais. Alors que tu dois être sollicité souvent. Et puis, en 2015, puis j'en finirai avec...
En 2015, ça se passait très mal. L'indemnisation des victimes se passait extrêmement mal. Le laboratoire Servier était protégé par le milieu médico-industriel français, les grandes sociétés savantes, les grandes institutions françaises, l'Académie de médecine en premier, protégeait Servier contre les victimes qui ils étaient subventionnés. Bien sûr, l'argent coulait à flot et continue d'ailleurs. Et donc, les victimes étaient écrasées, malmenées. Les expertises se passaient extrêmement mal. Et en 2015, nous avons lancé un grand manifeste, une sorte de pétition, avec de grands médecins, en tout cas les rares, qui avaient la lucidité de comprendre que ça n'allait pas du tout et qu'il fallait appeler le corps médical enfin à prendre ses distances vis-à-vis de ce laboratoire. Et Rony a fait partie des signataires de ce manifeste des 30 qui a eu un très gros impact sur les indemnisations à venir. Rony Broman, à qui on demande aussi beaucoup de préfaces et de postfaces d'intervenir. C'était l'intérêt du sujet. Certes, le fait que Irène ait été une ex-MSF me mettait dans une sorte, je dirais pas d'obligation, mais enfin une incitation très forte à accorder de l'attention à son manuscrit plus qu'éventuellement à un autre. Enfin, quand je l'ai lu, c'est d'abord le contenu, c'est pas l'auteur, c'est pas son affiliation avec MSF, c'est l'histoire qu'elle racontait et qui résonnait en moi parce que je commençais à m'apercevoir de l'importance, et d'ailleurs c'est essentiellement le sujet de ma postface, de l'importance, je l'ai écrite il y a longtemps, je me souviens plus tout à fait très bien, je ne l'ai pas relu, mais de l'importance de du privé de plus en plus grande dans l'espace de la santé, à l'OMS, dans les ministères de la Santé, dans les formations post-universitaires, donc à des postes essentiels, dans des fonctions stratégiques. Regardez par exemple l'histoire de la grippe H1N1, la grippe de 2009, hein, c'est ça, la grippe donc c'est un peu, c'est contemporain. Ça occupait beaucoup plus les autorités de santé d'ailleurs que le Mediator. Voilà. Non, en effet, mais ça les a occupés. Alors certes, la toxicité d'un produit n'était pas d'un produit médicamenteux n'était pas en cause, mais la campagne de vaccination folle qui a été lancée pour une grippe qui au départ a été considérée comme une grippe maligne, en tout cas une grippe très sévère, mais pour des raisons tout à fait compréhensibles de collecte de données erronées au Mexique, avec je n'entre pas dans le détail, mais au départ c'est un phénomène extrêmement inquiétant de surmortalité par la grippe dans un pays de l'hémisphère sud. Et puis on s'aperçoit très vite, au bout de 15 jours, de quelques semaines, disons, que cette surmortalité a été considérablement évaluée et que en fait, cette grippe n'est pas plus mortelle. Mais entre-temps, la machine était lancée. L'OMS avait fait son travail d'alerte, et de ce point de vue-là, il faut lui rendre hommage. Mais ensuite, elle n'a pas fait son travail, je dirais, d'épuration scientifique, c'est-à-dire de filtrage des avis qui étaient indépendants et des avis qui étaient surdéterminés par l'industrie pharmaceutique. Si bien qu'on s'est aperçu que toutes les commissions au cours desquelles ont été discutées l'opportunité de la vaccination et la nature de la vaccination et les modalités, toutes ces commissions étaient littéralement noyautées par les labos. Une enquête du British Medical Journal, qui est probablement parmi les 3 ou 4 publications médicales mondiales, et qui est en plus très puissant, a lancé une enquête qui a duré plusieurs mois, où ils ont mis 3 ou 4 enquêteurs pendant 3 ou 4 mois. Il faut avoir les reins solides, et le BMJ a les reins solides, et c'est eux qui ont mis en évidence la chaîne des conflits d'intérêts tout au long de la décision. Il n'y a eu aucun écho. Absolument aucun écho à cette publication. On parlera du rôle des médias vers la fin de notre débat. Donc l'un et l'autre, vous êtes d'accord pour dire que les opérations de filtrage pourraient avoir lieu dans de meilleures conditions, dans des conditions d'indépendance. Alors vous racontez par le menu dans la BD comment vous êtes passé par toutes les étapes. Il y a un moment où vous arrivez à un demi-résultat devant l'agence de médicaments, pas de pause, c'est le même jour où Jacques Servier est décoré de la plus haute décoration de la Légion d'honneur, Grand Croix de la Légion d'honneur, à l'Élysée par Nicolas Sarkozy. Alors je vous cite Rony Broman. Qui a été son avocat d'affaires dans les années 80. L'industrie pharmaceutique occupe, je cite la postface, dans le processus de décision une place que la compétence de ses représentants
est loin d'expliquer. Moi, j'aime bien quand Ronnie Broman parle par euphémisme, comme ça, avec beaucoup de précautions et une cauda venenum. S'il y a urgence, c'est notre thème, c'est celle d'établir les conditions d'une évaluation technique indépendante. Vous écriviez ça dans cette postface. S'il y a urgence. Oui, et si j'utilise cette formulation un peu euphémisée, arrondie, c'est d'une certaine manière en souriant, parce que c'est pour prendre position contre une affirmation que l'on entendait partout. Irène peut en être témoin, elle en a d'ailleurs pris plein la figure à cause de ça, affirmation selon laquelle si les grandes figures de la médecine sont affiliées au labo, c'est parce qu'ils sont bons. Les labos piochent parmi les meilleurs. Donc vous avez une sorte de réflexion circulaire, enfin d'affirmation tautologique, comme ça. Si on prend les meilleurs, c'est parce qu'on est bon, et si on est bon, c'est parce qu'on prend les meilleurs, et on s'auto-vérifie ainsi. Un expert sans lien d'intérêt est un expert sans intérêt. Voilà, très bien, voilà, c'est extrêmement bien dit. Ben voilà. Donc, mais c'est toute une chaîne quand même, parce qu'il y a les experts au sommet, il y a les responsables de la pharmacovigilance dans chaque entreprise, et puis vous dites que la pharmacovigilance est de plus en plus infiltrée, enfin, il y a un désengagement de l'État, il y a de plus en plus d'intervention du privé dans la pharmacovigilance, mais il y a aussi, ça apparaît bien dans la BD, toute la chaîne, les visiteurs médicaux qui sont représentés par votre dessinateur Duprat comme des mannequins qui avancent sur un podium devant les médecins BA qui sont des deux côtés. Des jolies jeunes femmes dont Servier vérifie même la longueur et calculait la longueur des jupes. Non pas qu'elles soient en mini-jupe, il fallait qu'elles soient élégantes et convenables, mais convenables, suggestives quand même. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Effectivement, Servier, s'il a été vraiment un génie, c'était une personnalité extrêmement paranoïaque, à mon avis, folle dingo, vraiment. Quand on lit ses livres, etc., enfin, c'est vraiment la folie d'un homme paranoïaque qui pense qu'il va conquérir le monde avec des molécules sur lesquelles il va tricher d'emblée, en fait, hein, parce que sa conviction est plus forte que tout, en fait. Donc c'est très impressionnant en bâtissant une entreprise qu'il appelle une tribu. Et dont les membres le pleurent au moment de son enterrement. Voilà, c'est figuré dans la BD très explicitement. Qui est vraiment construite comme une secte. Avec le culte du secret, culte du gourou et tout un tas d'autres éléments absolument effrayants qui sont développés dans la bande dessinée avec un lavage de cerveau, etc. Et pour développer ces molécules, très rapidement, Jacques Servier conçoit l'importance de l'influence, du marketing d'une part, et d'autre part de l'influence. Et il le dit d'ailleurs, il dit, si je me suis installé, il vient d'Orléans, si je me suis installé à Paris, c'est parce qu'il faut toujours intriguer dans la capitale pour obtenir ce que l'on veut. Dans la bande dessinée, je fais parler Jacques Servier et on peine à croire que toutes ces paroles sont parfaitement verbatimes, tirées de ses livres, ses ouvrages, ses interviews, etc. Donc rien, il n'y a absolument aucune invention et c'est complètement effarant. Et donc il a mis en place 2 stratégies majeures et qui ont été reprises et qui ont eu un grand avenir dans l'industrie pharma, qui devenait une industrie, puis des multinationales. On part de boutiques d'apothicaires. Hein. C'est vraiment, il y a eu un basculement progressif avec une industrialisation des moyens, puis cette extension sans fin de ces multinationales. D'une part, effectivement, le marketing, auquel les labos consacrent une part gigantesque, supérieur, par exemple, à ce qui est invité dans la recherche et le développement. C'est le marketing. Et ça consiste, il y a plusieurs moyens, des visiteurs médicaux, qui sont donc des représentants de l'industrie, des représentants commerciaux, et qui, littéralement, ont représenté des armées envahissant les hôpitaux et les cabinets médicaux de manière extrêmement intrusive avec invitation à la clé dans des dîners prestigieux sous de soi-disant prétexte de formation, etc., pour sans arrêt inciter les médecins à prescrire. Et pour ça, Servier était complètement génial. Et il y a d'autres moyens qui sont l'utilisation de liens, la création de liens d'intérêt avec ces fameux experts, grands professeurs de médecine qu'on appelle des leaders d'opinion,
Et puis, il y a aussi, d'ailleurs, ça s'est développé ces dernières années, donc il y a l'influence aussi au sein des publications scientifiques, et l'influence aussi, d'ailleurs, maintenant sur les associations de patients, donc, qui sont, elles aussi, financées, à qui on propose. Alors, le lien commun de tout ça, c'est l'arrosage, hein, c'est-à-dire des quantités d'argent considérables. L'industrie pharmaceutique consacre des centaines de millions d'euros en arrosage, ce qu'on appelle des avantages sans contrepartie, c'est-à-dire qu'on paye, on invite dans des congrès, on paye l'hospitalité, on paye des contrats de consultance et tout ce que vous voulez, en fait, qui n'apportent rien par rapport à la recherche proprement dite, mais par contre qui apporte beaucoup en ce qui concerne donc cette machine qui va promouvoir quelquefois contre toute prudence, et c'est vraiment un problème majeur des molécules dont on a besoin, sauf le Mediator, qui ne servait strictement à rien, donc c'est vraiment un cas d'école très particulier. Et puis il y a l'autre volet qui est celui de l'influence pieuvre au sein des institutions, politique notamment. Donc ça, alors ce qui est extraordinaire, si je puis dire, dans une affaire aussi dramatique que celle du Mediator, c'est qu'il y a eu 3 juges d'instruction qui ont été désignés, il y a eu 7 gendarmes temps plein spécialisés des atteintes à l'environnement qui ont enquêté sans relâche pendant 3-4 ans, avec des perquisitions tous azimuts, et vous avez une véritable autopsie en fait de ce crime industriel, et là on voit émerger effectivement l'influence qui va jusqu'à la corruption et qui s'infiltre partout pour protéger à tout prix la commercialisation de ces produits. Alors Ronnie Broman vous écoute, il note que vous faites beaucoup de progrès en analyse politique par rapport à votre jeunesse, et puis que vous arrivez, quand vous parlez des dimensions mondiales de Servier, à l'universel. Et c'est justement l'endroit, l'universel, où Ronnie Broman se meut aisément. Alors, si on consacre une deuxième partie au thème des catastrophes naturelles, par exemple, qui nous occupe beaucoup ici dans le festival de Saint-Dié, là aussi, vous appelez à penser dans l'urgence, à réfléchir à ce qu'on fait. Alors, je ne sais pas les exemples que vous allez prendre, ceux d'aujourd'hui, Maroc, Libye ou d'autres plus anciens, le Bangladesh en 1970, l'Arménie en 88, que sais-je. Oui, tout ça, ce sont des exemples extrêmement intéressants qui, disons, nous disent d'une part que penser dans l'urgence, c'est d'une certaine manière une contradiction qu'il faut arriver à dépasser. Pourquoi est-ce que c'est une contradiction ? Parce que l'urgence impose évidemment la rapidité d'exécution, la rapidité de réaction. On a coutume d'appeler urgence ce qui nécessite une action rapide, d'une certaine manière, à rebours d'un adage que Irène connaît sans doute fort bien, un adage classique dans les salles de garde et les services hospitaliers, qui dit il n'y a pas d'urgence, il n'y a que des gens pressés. Histoire de montrer qu'on domine la situation. En réalité, oui, bien entendu, il y a des urgences, mais ce que dit cet adage tout de même d'assez... il le dit maladroitement et d'une certaine manière de façon méprisante, mais dit qu'il y a beaucoup de fausses urgences. Et c'est cela, finalement, que l'emploi tous azimuts et exagéré du terme urgence implique. Et s'il y a de l'urgence tous azimuts, si on a coutume d'appeler urgence des choses qui ne le sont pas, c'est aussi parce que l'urgence impose le protocole, la procédure, la mise en œuvre d'une série d'étapes préétablies, pré-pensées, et qui se substituent à la délibération, à la concertation, à la réflexion. Et heureusement, parce que dans les authentiques urgences, il faut savoir aller très vite, sinon il y a de l'irrémédiable. Sinon, pour beaucoup, ça va être une véritable catastrophe. Il y a une satisfaction pour vous autres médecins que vous avez ressenti dès votre première expérience en Afrique. Ah, j'ai apporté la solution. Ben oui, bien sûr, mais c'est un service d'urgence médicale ou chirurgicale. J'étais les deux à la fois, à moi tout seul, dans ma première expérience hospitalière au Bénin. C'est extrêmement satisfaisant. On se lève le matin en se disant qu'on va faire de grandes choses, de belles choses. On en fait moins qu'on ne voudrait, mais on en fait quand même. Et on se couche le soir avec quand même le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien, de sensé, de réconfortant, de gratifiant. Donc il y a et ça, c'est un sentiment dont je ne me suis jamais départi, même en n'étant plus directement un praticien, mais en contribuant
à la mise en œuvre et au travail des praticiens, j'éprouve toujours ce même sentiment. Mais pour revenir à la question de l'urgence, penser dans l'urgence, c'était ça, quand j'ai proposé ce titre, c'était ça que j'avais en tête. C'était l'idée que l'urgence impose le réflexe, d'une certaine manière, et qu'il faut réintroduire la réflexion. C'était un peu, disons, pour jouer sur les mots, un peu dans cet esprit-là que je l'ai fait. Alors, les catastrophes naturelles en sont un bon exemple. Vous avez pris l'exemple de l'Arménie en 88, c'était tout à fait... Mais le Bangladesh, qui a été le Pakistan oriental, en 70... Donc, dans le Pakistan oriental, une catastrophe naturelle, les inondations sont fréquentes, c'est très mal géré par le gouvernement du Pakistan et va s'en suivre un mouvement de réaction de la population très mécontente et qui va aboutir à l'indépendance. Oui, quelques chiffres pour donner la dimension de la chose. Le typhon qui s'est abattu sur le Pakistan oriental, qui s'appelle aujourd'hui le Bangladesh, a fait plusieurs centaines de milliers de morts. On ne sait pas exactement combien. Le pouvoir central d'Islamabad, donc le Pakistan occidental, qui est à 2000 km du Pakistan oriental tel qu'on l'appelait à l'époque, tarde à réagir, à la fois parce que la catastrophe est énorme, parce qu'il n'a pas tellement de moyens, mais aussi parce qu'il se moque totalement du sort de ces bouseux que sont, à ses yeux, les Pakistanais de l'Est. Et cela entraîne un soulèvement qui est écrasé impitoyablement au point que l'on parle de génocide. Et aujourd'hui encore, des procédures sont en cours de la part de gens qui estiment que leur famille a été sujet d'un génocide, a été l'objet d'un génocide, parce que l'écrasement de cette révolte a lui aussi provoqué des centaines de milliers de morts. Donc on est devant une catastrophe, disons, naturelle et politique absolument énorme. Et il y a quelque chose, j'allais dire drôle, après les chiffres que je viens de donner, le terme n'est pas le mieux choisi. Mais disons, ce qui est intriguant, ce qui est comment dire, stimulant aussi, c'est de constater, quand je lisais la documentation initiale de Médecins sans frontières, vous voyez, quand il s'agit de remettre à jour un peu les publications pour présenter qui l'on est, etc., j'ai vu ça, je me suis intéressé à l'histoire, j'ai voulu un peu débroussailler la chose. J'ai d'ailleurs découvert qu'Indira Gandhi avait inventé l'ingérence humanitaire, ce n'est pas les Français, c'est l'Inde qui a inventé l'ingérence humanitaire, car Indira Gandhi, alors Premier ministre de l'Inde, qui n'avait rien à voir avec Gandhi, hein, mais qui était la fille de Nehru, en fait, Indira Gandhi a fait un discours qui justifiait l'invasion du Pakistan oriental au nom du secours imminent parce que qu'il fallait l'armée indienne porter. va intervenir, Voilà. et c'est comme ça que l'indépendance va être possible. Au nom des droits de l'homme, en référence à la plus grande des persécutions qui a eu lieu sur Terre, à savoir la persécution nazie, et persécution à laquelle Indira Gandhi comparait la persécution du Pakistan occidental. Donc elle avait des références exactes de ceux qui ont prôné ensuite le droit d'ingérence. Mais et elle du a fait côté marcher... français, il y avait quand même, dans cette affaire, la première intervention publique de Bernard-Henri Lévy. Je dis ça parce que vous ne le dites pas souvent. Et la dernière intervention publique d'André Malraux, qui se portait comme volontaire dans l'armée. L'un ayant entraîné l'autre, d'ailleurs. C'est Malraux qui... Mais bon, je dois dire que c'est aussi le premier et le dernier bon livre que Bernard-Henri Lévy a écrit. Donc c'est aussi, c'est aussi une première intéressante. En tout cas, on voit là que quand on parle de catastrophe naturelle, on parle d'un événement naturel qui a une dimension politique primordiale. Et catastrophe naturelle ne doit s'entendre que comme ça. Sinon, on ne comprend pas ce que sont les réactions. Par exemple, le tremblement de terre en Arménie en 88, Gorbatchev ouvre les frontières. Certains considèrent qu'il se plie à une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies qui invitait les pays à laisser la place, enfin à ouvrir leurs portes aux secouristes en cas de catastrophe. Comme s'il y avait une sorte de subite conversion du Moscou soviétique à la compassion humanitaire. En réalité, Gorbatchev ouvre les portes de l'Arménie pour venir à bout de ses adversaires internes dans une concurrence de pouvoir que depuis longtemps on a mis à jour et qui n'a rien de déshonorant au demeurant et qui n'est pas du tout une critique contre Gorbatchev. Gorbatchev était sans doute content de laisser les secours arriver auprès des victimes du séisme, mais ce n'est pas pour ça qu'il a ouvert les frontières. Et d'ailleurs, au moment de l'ouverture des frontières, les comités indépendantistes arméniens, l'Arménie était entièrement soviétique à l'époque, n'avait pas son indépendance, les comités indépendantistes arméniens
qui avaient été les premiers à réagir et à organiser les secours, c'est-à-dire les abris, distribution de médicaments, distribution de couvertures, parce que le tremblement de terre a eu lieu en décembre. En décembre, en Arménie, il fait très froid. Donc reloger et sécuriser la nuit les sinistrés, c'est vraiment un travail de première importance, une urgence que seuls les indépendantistes arméniens ont pris en charge, et avec quelques églises orthodoxes et tout. Donc toujours replacer ces événements, c'est pareil pour le Mediator, dans une histoire longue et dans une situation géopolitique. Aussi bien l'Arménie que le Bangladesh doivent beaucoup pour leur indépendance à ces catastrophes naturelles. Ah oui. Parce que ce sont les Bengalis et ce sont aussi les Arméniens qui ne se sont pas comportés en victimes ligotées, passives, mais qui ont su secréter des leaders. Je voudrais qu'on parle d'ailleurs de la représentation que l'un et l'autre, peut-être est-elle différente, avaient des victimes. Alors les victimes, dans les cas que vous citez, ce sont des gens qui prennent en main la situation. Oui, disons que pour une part d'entre eux. Moi, je n'utilise le terme de victime que dans des circonstances spécifiques, c'est-à-dire victime de. On est victime de quelque chose. On n'est pas victime par héritage, par statut, par essence ou par intérêt. Mais on peut être en effet victime. Mais là, dans ces circonstances, disons, de catastrophe naturelle, il y a bien entendu des victimes. Quand vous avez tout perdu, matériellement, y compris éventuellement une partie de votre famille, de votre entourage, de vos proches, de votre pauvre richesse, si j'ose dire, enfin de vos maigres biens, vous êtes une victime. Vous êtes une victime de cette situation catastrophique. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes que victime. Et ce qu'on voit dans la totalité, il n'y a absolument aucune exception. C'est quand même rare, les règles sociales qui ne souffrent aucune exception. Ce qu'on voit toujours dans ces situations de crise aiguë et d'urgence, c'est le fait que les voisins aident les voisins. Alors, des voisins plus ou moins organisés, plus ils sont organisés, plus ils aident. Par exemple, organisés au sein d'une institution religieuse, une mosquée, un temple bouddhiste, une église, organisés au sein d'une municipalité, quand elle est active. Et bien souvent, les municipalités jouent un très grand rôle. Mais aussi des gens lambda, des leaders improvisés. On voit apparaître un peu, je me souviens de la remarque d'un sociologue qui comparait les leaders improvisés dans les situations de catastrophe naturelle à ces gens qui, dans un embouteillage inextricable, sortent de leur voiture et commencent à organiser la circulation. Il y a toujours une ou deux personnes qui font ça, et c'est utile. Ça se vérifie au Maroc aujourd'hui. Absolument. Le roi intervient, se rend sur place au bout de 4 jours, mais il y a déjà les autres Marocains, les citoyens, les sujets du roi en privé, qui ont organisé des fonds de soutien et qui se sont portés au secours des zones sinistrées. Les victimes, ils ont un rôle moteur. La réaction marocaine dans son ensemble, c'est-à-dire celle des victimes, comme je le disais, les voisins qui aident les voisins, ça c'est vraiment la règle intangible, mais aussi celle de la société marocaine, certaines composantes de la société marocaine, comme par exemple les médecins, qui se sont mobilisés en masse, de même qu'au moment du tsunami. Là, un petit 2004, un petit coup sur la représentation médiatique. Je ne dis pas sur les médias, parce que je ne suis pas dans le média bashing. Moi, je me nourris tellement de journaux que je ne vais pas commencer à les piétiner comme ça. Mais la représentation médiatique, y compris donc la représentation commune. Par exemple, au Sri Lanka, Médecins sans frontières envoie des équipes médicales parce qu'on se dit qu'on va épauler les collègues qui sont fatigués, oui, de tsunami 2004, qui ont eux-mêmes eu des pertes dans leur famille, qui ont besoin de s'occuper des leurs, etc. Mais en réalité, on a vite rapatrié ces équipes parce qu'elles n'avaient rien à faire. 1000 soignants, c'est-à-dire médecins, infirmiers, infirmières et différents corps de métiers sanitaires, se sont immédiatement rués sur la côte sri-lankaise, c'est-à-dire la bande de terre qui avait été détruite par le tsunami, parce qu'il faut bien voir que le tsunami, il a ravagé à peu près une bande côtière qui fait entre 50 et 300 mètres. C'est-à-dire vous franchissiez, vous marchiez 2 minutes, 3 minutes, et vous étiez en zone intacte. Hein, donc l'idée que c'était un truc qui avait tout cassé était déjà elle-même assez trompeuse. Et il n'y avait absolument rien à faire. Ces médecins
qui parlaient la langue, qui avaient l'habitude de l'organisation du travail médical dans leur pays, étaient immédiatement opérationnels, tandis que nous, il fallait qu'on cherche de quoi se loger, de quoi se nourrir, de quoi traduire, etc. Le fait que votre organisation se retire dans cet embouteillage, on parle encore d'embouteillage, n'a pas toujours été spontanément compris. Juste un mot sur le Maroc, je voulais terminer. Là où je trouvais, par exemple, tout à fait déplacé l'attitude, disons, des médias et de l'opinion française, c'est justement dans les propos que vous avez tenus, le roi met 4 ou 5 jours à aller sur le terrain. Mais en quoi ça nous regarde ? Qu'est-ce qui fait qu'on a un jugement à porter sur le délai entre la catastrophe et la visite du roi sur le terrain ? Je pose la question parce que j'ai participé à de nombreuses tables rondes, interviews, débats à l'occasion des 2 catastrophes naturelles, donc au Maroc et en Libye. Et j'étais stupéfait de voir chaque fois cette même question arriver sur un mode un peu tordu. Vous voyez, ces Marocains, là, ils ne savent pas trop bien. Et ce Roitelet, là, qu'est-ce qu'il fait cette espèce Mais ce n'est pas un Roitelet, c'est un roi tout-puissant. Et c'est justement parce qu'il est tout-puissant que chacun de ses déplacements nécessite toute une organisation. Et qu'il a eu raison de se tenir en retrait pendant 4 jours. Oui. Et par ailleurs, pour ne pas ajouter du désordre au désordre. Par ailleurs, ce qu'on a découvert, c'est la vitalité et la compétence de la réaction marocaine, qui a étonné tout le monde. Mais ça n'est pas étonnant que c'était étonnant, si j'ose dire, puisque c'était la première fois que le Maroc moderne se confrontait à une catastrophe significative comme celle du Haut-Atlas. Alors, je vais m'arrêter un instant sur le mot victime, que j'utilise maintenant avec précaution, Irène Frachon. Votre BD s'ouvre par une représentation des victimes que vous imaginez noyées en face de chez vous, à Brest, dans la Manche. En même temps, vous parliez tout à l'heure des associations de victimes. Alors, comment employez-vous ce mot ? Association de patients. Tout à l'heure, pardon, de patients, pardonnez-moi. Parce que les patients, a priori, ils ne sont pas des victimes. Mais non. On espère. C'est même des coopérants. Non, mais voilà. Non, c'est-à-dire que moi, quand je parle de victimes, donc juste... sur ma représentation, donc je suis médecin et je m'occupe avec empathie, j'essaye, de mes patients qui, fatalité, vont, ou d'ailleurs facteurs de risque, mais enfin vont souffrir de différentes maladies qu'ils n'ont pas. Il y a une part de fatalité, en fait, la maladie qui s'abat. On ne sait pas toujours d'où elle sort. Et puis, on va essayer de soigner, comprendre les souffrances et qu'est-ce qu'on doit soigner. Donc, c'est la relation empathique qu'on apprend de la faculté de médecine et qui vont faire partie, à côté des connaissances techniques, bien sûr, du bagage du médecin. Je reviens pour les victimes. Parce qu'à un moment donné, on m'a dit « mais tu es excessivement empathique » parce que j'éprouve une grande émotion quand je parle des victimes du Mediator. Mais en fait, ce que j'ai expliqué, c'est que ça n'a rien à voir avec l'empathie du médecin. C'est-à-dire que c'est comme se retrouver face à des victimes d'un tremblement de terre, comme le Haut-Atlas. Bon, je pense que des équipes humanitaires qui vont arriver vont être en grande empathie avec ces populations qui sortent à garde de ces éboulements terribles, etc. Et vont tout mettre en œuvre pour essayer d'en sauver quelques-uns, etc. Ça n'a rien à voir avec le sentiment, je pense, d'équipe médicale qui arrive sur le lieu d'un bombardement. C'est-à-dire que vous arrivez sur une maternité bombardée et vous voyez sortir ensanglantées des femmes qui viennent d'accoucher ou qui n'ont pas encore accouché, des enfants, etc. Là, vous n'avez pas seulement une empathie, vous avez un sentiment absolument effroyable de révolte face à ce mal infligé par d'autres à ces gens qui ne dépendaient d'aucune fatalité de la maladie. Et en ce qui concerne l'affaire du Mediator, si vous voulez, pour moi, la bascule, et donc on arrive à la notion de victime, c'est qu'au début, je me suis occupée de malades qui souffrent, par exemple, de cette maladie, l'hypertension artérielle pulmonaire, on ne sait pas toujours d'où ça vient, etc., avec quand même déjà une certaine sensibilité vis-à-vis des patients souffrant de cette maladie liée à la consommation de l'isoméride, parce que c'était une première anomalie. Mais surtout, quand je découvre, donc 10 ans après le retrait de l'isoméride, qu'en face de moi, ces gens dont j'essaye de comprendre la maladie, l'hypertension pulmonaire, puis ensuite les atteintes des valves cardiaques, etc., et que tout ça n'est que le résultat d'un empoisonnement délibéré, effectivement, face à ces patients, je me souviens, un de mes collègues cardiologues me dit « mais enfin Irène,
t'es pas bien Je lui dis non, je suis face à ces gens-là et je transpire, je suis pas bien. Il me faut 24 heures pour m'en remettre parce que aucune fatalité ne visait ces personnes qui devaient être comme vous et moi et que je vois dans des souffrances atroces parce qu'on a voulu se faire du pognon au mépris de leur santé. Donc le sentiment n'est pas du tout le même. Et pour moi, médecin, vous avez bien compris, il y a les patients, puis il y a les victimes. Voilà. Juste pour replacer aussi... les malades dont vous essayez de chiffrer les décès sont innombrables, des milliers et des milliers. C'est pas facile de chiffrer, d'autant qu'il y a des étapes différentes. Il y en a qui sont morts sans que le scandale du Mediator les ait atteints. Il n'avait pas éclaté. Il y en a d'autres qui meurent maintenant, qui continuent à mourir. Vous voyez, voilà. J'ai eu je reçois des SMS tous les jours pour des malades qui vont encore mourir des conséquences du Mediator et qui me demandent des conseils par rapport à l'aggravation. Et il y a vraisemblablement très souvent des issues fatales dans les mois qui viennent. Est-ce qu'il est possible de coaliser ces patients? Les circonstances sont plus difficiles que dans celles qu'évoque Ronnie Broman. Est-ce qu'il est possible de constituer des alliances entre les patients et d'autres partenaires? Alors oui, c'est-à-dire que donc le Mediator a été commercialisé en 1976 et donc les gens ont commencé à mourir dans les mois qui ont suivi la mise sur le marché de ce produit, dont je découvre la toxicité moi en 2008, donc plus de 30 ans après la commercialisation. Et ça veut donc dire, et d'ailleurs qui sait parmi vous, la tante, l'oncle, la grand-mère qui se sont effondrés de congestion pulmonaire, de crise cardiaque? Qui sait que cette personne-là consommait du Mediator pour un vague diabète ou simplement perdre du poids, etc. Donc vous imaginez bien que pendant des dizaines d'années, en réalité, les gens sont morts massivement, mais il n'y avait pas de diagnostic posé. Et pire que ça, d'ailleurs, c'est ce que j'ai compris aussi, ça c'est une histoire médicale assez intéressante, c'est que les cardiologues confondaient les causes de ces atteintes des valves cardiaques avec des conséquences du rhumatisme articulaire aigu. Et donc il y avait un facteur de confusion majeur, d'une part, une tromperie de l'autre, et qui faisait que le lien n'était pas fait. Et donc quand je découvre cette affaire-là, on va se poser la question combien de morts, qui va être la question qui va être d'ailleurs condamnée en justice. Il ne fallait pas poser cette question. Oui, question quand vous avez mis en bandeau le sous-titre combien de morts au moment de la postface de Ronnie Broman. C'est ça que la justice a condamné, puisque le labo n'avait pas accès au texte, il n'avait que la couverture. Et ça a été calculé, on a pu le calculer. Alors je vais vous donner juste un détail du calcul. Comment est-ce qu'on calcule une catastrophe qui s'étend sur 30 ans? Imaginez hélas, un ferry qui traverse la Méditerranée et qui coule. On sait qu'environ 500 personnes sont montées à bord, mais c'est approximatif. On va retrouver un certain nombre de corps échoués tout autour, c'est-à-dire, on va dire, sur 500, mettons une cinquantaine de corps ou une centaine de corps. Combien de morts? Et on imagine bien qu'il y a les disparus dont on ne retrouvera pas la trace, qui sont au fond de la Méditerranée. Et donc, si on sait à peu près combien de personnes ont embarqué, si on sait à peu près combien de personnes ont été retrouvées vivantes, survivantes, ou on peut calculer de façon approximative le nombre de morts. En fait, il s'est passé la même chose pour le Mediator, pour les épidémies. C'est-à-dire qu'on sait combien de personnes ont été exposées à peu près à du Mediator, et la sécurité sociale, avec qui on a beaucoup travaillé sur les grandes bases de données, a pu calculer la multiplication du risque de souffrir d'atteinte de valve cardiaque quand on a consommé du Mediator, et la probabilité d'en mourir. Donc, en réalité, on peut assez facilement extrapoler, c'est-à-dire en disant tant de personnes qui ont consommé du Mediator, ça fait probablement tant de morts. Ces incertitudes, le feuilletage aussi des victimes dans le temps, est-ce que ça ne rend pas plus difficile la constitution d'associations et d'alliances? Est-ce que dans les procès, on est maintenant à la fin du procès en appel avec verdict au mois de décembre, il y a eu des constitutions de parties civiles en groupe, et il y a eu des actions collectives? Alors d'abord, les actions collectives n'étaient pas possibles en France. Elles l'ont été aux États-Unis, ce qu'on appelle les class actions. Et lors de la catastrophe de l'isoméride, aux États-Unis, il y a des class actions majeures qui ont abouti à des dizaines de milliards de dollars d'indemnisation, alors qu'en France, ça n'était pas possible. Chaque victime, individuellement, doit porter son dossier et apporter toutes les preuves de la défectuosité et du lien de causalité
vous imaginez bien que c'est vraiment David contre Goliath. Et donc, il n'y avait pas du tout cette possibilité. Et en fait, lorsque l'affaire éclate au grand public, d'ailleurs, on m'avait dit, s'était posé la question de savoir si je devais prendre, moi, par exemple, la tête d'une association de victimes. Et en réfléchissant, je me suis dit que ce serait une grosse bêtise parce que je suis médecin, je dois rester à cette place-là. Mais par contre, se sont organisées beaucoup d'associations de victimes, effectivement, alors de façon très hétérogène, certaines sérieuses et certaines qui émanaient et qui très rapidement ont sombré dans des trafics. Les cotisations étaient empochées par le président qui lui-même y avait vu une sorte d'opportunité. Enfin voilà. Donc là, comme on dit, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Donc c'est un peu parti, parfois franchement, en sucette. Et puis des associations qui avaient déjà une certaine présence et consistance et qui ont effectivement travaillé. Et puis aussi des groupements d'avocats. Voilà. Donc il y a eu tout un tas d'émergences d'associations de victimes dont j'ai été et dont je reste auprès desquelles je reste extrêmement proche, puisque je faisais partie des personnes ressources, mais pas l'unique, pour ces victimes. Voilà comment les choses s'organisaient. Mais, dirait le regretté Jacques Servier, il y a le tribunal médiatique. Alors j'aimerais vous poser une dernière question sur votre représentation des médias dans ces affaires. Vous refusez à une condamnation collective des médias, Ronnie Broman, pour les utiliser souvent. Quant à Irène Frachon, si j'en crois la BD, la représentation qu'elle en a est favorable, même des émissions les plus grand public qui pourraient être sujettes à critique. C'est-à-dire, ayant été mêlé à diverses controverses parfois assez vives, voire même, disons, violentes, j'ai conçu une certaine méfiance vis-à-vis de certaines catégories de médias. Je pense par exemple à la controverse dans laquelle j'étais quand même très, très isolé. Je parle de controverse, en fait je gonfle mon rôle parce que c'est comme si je m'étais tout seul... J'avais tout seul installé une controverse publique sur la guerre en Libye. La réalité de la guerre de Libye, c'est que c'était un élan enthousiaste et unanime qui a conduit à cette catastrophe, avec quelques voix qui criaient sans être entendues. Mais ce dont je me souviens à l'époque, pour avoir vraiment dévoré les médias à tous les niveaux, c'est l'intérêt que je pouvais avoir en lisant les reporters qui faisaient leur travail sur le terrain, et l'écœurement que j'éprouvais à écouter les éditorialistes du matin qui s'habillaient en kaki, qui sonnaient le clairon et qui nous rassemblaient tous autour de nos piou-piou, etc., qui se battaient pour la démocratie, les droits de l'homme, le dévoilement des femmes, que sais-je encore. Il en va de même pour une autre guerre qui a provoqué moins de... Disons, aujourd'hui, tout le monde dit la Libye, c'était une catastrophe, il fallait le faire, mais c'était une catastrophe. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a une espèce de contradiction qui continue de vivre dans ces termes. Oui, il fallait le faire parce qu'il fallait sauver Benghazi, ce qui est faux. Benghazi n'a jamais été, on n'a pas le temps, mais je le dis comme ça, n'a jamais été sérieusement menacé. Bien au contraire, les gens se défendaient très efficacement et les forces de Kadhafi étaient très faibles pour attaquer Benghazi. Mais enfin, en tout cas, ça nous est toujours servi comme une justification ultime, une sorte de rattrapage moral de cette docilité coupable dont ils ont fait preuve en avalant tous les bobards qu'on leur servait sans aucun recul. Mais en Afghanistan, où je me suis quand même demandé pendant des années ce que faisaient nos piou-piou en Afghanistan, bon, à part faire des manœuvres, à part essayer de se mettre à l'épreuve de la guerre réelle, ça, du point de vue des militaires, c'est toujours intéressant, semble-t-il. Mais ce qu'ils faisaient, ça n'était pas décrit comme ça. Quand, par exemple, Nicolas Sarkozy, donc président, qui avait décidé de l'envoi de troupes françaises aux côtés des Américains en Afghanistan, quand il justifiait la présence des troupes françaises, quand il y avait, par exemple, des morts parmi les Français, il fallait justifier, eh bien, il expliquait qu'on allait dévoiler les femmes. Donc on envoyait des commandos parachutistes, des super caïds et tout, pour aller dévoiler les femmes. Et il disait, et si vous trouvez qu'il est normal qu'une femme ait les bras coupés parce qu'elle s'est mis du rouge à ongles, eh bien, libre à vous, mais moi, je pense différemment. Donc cette espèce de communication à l'estomac à laquelle se livrait Sarkozy, elle marchait.
je n'ai jamais entendu un seul journaliste dire comment est-ce que vous pensez que des soldats vont dévoiler des femmes et où est-ce que vous avez vu qu'on coupait les bras des femmes qui s'étaient mis du vernis à ongles. Où est-ce que vous avez vu des femmes avec vernis à ongles et où est-ce que vous avez vu des bras coupés à la suite de ça. Ces questions n'ont jamais été posées. Et donc, ce journalisme-là, en effet, me révolte. Il m'a dit, parce que c'est un journalisme trompeur, alors qu'on a besoin d'un journalisme. Donc moi, je me garde bien de faire du média bashing, parce qu'une société sans journaliste, c'est une société morte. Et puis moi, je passe 1 à 2 heures par jour à m'informer, et donc je le fais avec notamment, pas seulement, mais notamment avec des journaux. Mais les fabricants d'opinion se disent c'est quand même un mauvais coucheur, Ronnie Broman. C'est pour ça qu'on l'aime bien aussi d'ailleurs, qu'on l'invite. Tandis que vous êtes une bonne cliente, Irène Frachon. Vous avez eu l'impression d'avoir été toujours soutenue dans les médias. C'est ce que je lis en tout cas dans la BD. Oui, alors c'est un peu rigolo parce que je n'avais bien évidemment jamais eu aucun contact particulier avec les médias. J'avais quelques bons amis journalistes, donc je savais un petit peu comment les choses fonctionnaient, mais sans avoir moi-même quoi que ce soit à dire sur la place publique. Et donc, quand l'affaire du Mediator, quand j'écris ce livre, effectivement, je me dis, il s'agit bien de franchir le mur de la communication et de pouvoir exposer cette affaire-là en place publique. Donc là, je suis dans une démarche tout à fait résolument de communication très grand public, très large, pour que la justice puisse se saisir de cette affaire, puisqu'en tant que médecin, je ne peux pas, moi, saisir un procureur. Le secret médical m'interdit d'aller saisir un procureur en lui disant, voilà, il se passe ça, parce que je m'étais bien renseignée sur la façon de... Et je ne voulais pas pousser les victimes devant en bouclier humain face à ces ordures, pardon, de Servier. Donc, face à ce dilemme, je me suis dit, bon, alors j'ai discuté avec des amis journalistes qui m'ont dit, on peut faire un article ou même une enquête qui fera 3 pages, je ne sais pas moi, dans le Nouvel Obs, bon, très bien. Je me dis, oui, mais enfin 3 pages pour raconter, puis quelle maîtrise je vais avoir ce sont des choses techniques, scientifiques, précises, etc. Donc je n'étais pas convaincue par ces solutions-là. Et finalement, la solution, ça a été effectivement de publier ce témoignage qui est extrêmement sourcé et extrêmement précis, argumenté, et de l'accompagner avec mon éditeur par une attachée de presse, parce qu'on savait que c'était un livre de combat et qu'il allait falloir pousser fort. Et donc, d'emblée, on a vraiment pris l'option d'une alliance avec la presse, et ça a fonctionné, et c'est ça qui a fini... Ce sont ces coups de boutoir et c'est vraiment ce travail en commun qui a permis que l'affaire éclate. Il y a eu d'abord, la parution du livre a été accompagnée donc de certains articles importants dans le Nouvel Obs, le magazine de la santé, etc. Une interview importante dans le Parisien. Puis tombe la censure. Je pense que tout est foutu, mais en réalité, ce sont comme des bouteilles à la mer. Ça arrive aux oreilles de certains responsables politiques, comme par exemple le député Gérard Bapt. Et petit à petit, l'affaire prend. D'autres journalistes s'y réintéressent. Et je me souviens que quand le livre allait sortir, un de mes collègues, parce que les médecins détestent les médias, c'est vraiment la loi de l'omerta, de l'entre-soi. Et donc, certains collègues me disent, bon, tu publies ton livre, mais alors à partir de dorénavant, pas un mot à la presse. Et moi, je rigolais parce que je me disais, mais je les veux tous. Et je les ai tous eus, mais pour travailler. C'est-à-dire, j'ai compris que c'était des gens sérieux qui vérifiaient leurs sources et que ce soit du Figaro à l'Humanité, on a travaillé main dans la main jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, puisque cette collaboration n'est pas terminée. Alors une dernière question à Ronnie Broman. Est-ce qu'on pourra avoir quelques minutes? Je pose la question à Didier, qui est le grand ordonnateur des cérémonies. On peut avoir quelques minutes au-delà de 16h30 pour que la salle puisse intervenir. Je crois qu'on a des hôtesses avec un micro, il va sûrement y avoir des questions. Et moi, j'en pose une dernière à Ronnie Broman. Oui, l'attaché de presse dans la BD se pousse du coude et dit « on a Ronnie Broman avec nous ». Mais il y a des affaires qui n'ont pas d'écho. L'isoméride dont vous parliez n'a pas eu d'écho. C'est un des mérites de votre BD, c'est de rapprocher l'affaire qui a eu de l'écho en France. Un journaliste du Parisien qui a essayé de sortir l'affaire et qui aux États-Unis avait eu de l'écho, ouais. Mais pas en France, c'était l'isoméride. Alors, conclusion, c'est pour ça qu'il y a des organisations humanitaires? C'est pour les affaires qui n'ont pas d'écho? Oui, je pense que, enfin, entre autres, peut-être pas uniquement, mais je pense que c'est une bonne façon de le dire. Et après tout, les mouvements de compassion, d'intérêt, d'émotion,
ils ne peuvent pas se dérouler de façon... enfin, on ne peut pas en attendre une équanimité, quoi. Ça ne peut pas être également réparti sur toutes les populations de tous les lieux de la planète. Il est tout à fait normal, il est tout à fait humain de préférer telle situation à telle autre, de sentir plus d'affinité avec telle... Donc les organisations humanitaires, d'une certaine manière, elles sont là pour lisser ces émotions, pour échapper à ce diktat de la compassion sélective et établir des critères de compassion en fait universelle. Dans la salle, quelques interventions, on peut peut-être les regrouper si elles sont nombreuses. Mais nous, on voit assez mal parce que nous sommes aveuglés par les projecteurs, donc n'hésitez pas à vous lever. Et il y a quelqu'un qui peut... Alors, monsieur, là, je crois qu'il y a un micro qui va vous rejoindre, monsieur. Le voici. Bon. C'est monsieur Bédel de Saint-Dié. Les habitués du FIG de la région de Saint-Dié qui me connaissent un peu, sans doute. Parce que c'est presque à chaque FIG que j'interviens depuis Près sa du micro, création. monsieur, oui. Alors, ce que je veux simplement dire, c'est la question que je pose est en forme de témoignage d'abord. Je me souviens, parce que j'ai fait partie, il faut savoir que je me sens à la fois citoyen du monde et citoyen d'ici. Oui. Je crois que c'est une bonne option. Et effectivement, je me souviens très bien qu'il y a longtemps déjà, si ça peut redonner l'espoir aux gens, je me souviens qu'il y a très longtemps, dans une rencontre nationale avec des internationaux, il y avait une militante d'Argentine concernant la défense des usagers et des mouvements familiaux et des mouvements de consommateurs, etc. Et elle avait dit dans une grande réunion de ces organismes, de ces organisations, pardon, elle avait dit moi je suis en Argentine, n'essayez pas trop d'exporter ou de nous venir en aide, c'est très important que vous réagissiez chez vous et qu'effectivement vous ne donniez pas, si possible, de leçons. Ouais, voilà. Ben c'est une belle conclusion que vous nous fournissez, déodaciens et citoyens du monde. Je vois que quelques personnes dans la salle quittent déjà Pierre Noël parce que d'autres rendez-vous les attendent. Je vous propose qu'on conclue comme ça. Je vous recommande donc la lecture chez Delcourt de la BD qu'Irène Frachon va dédicacer. Les derniers exemplaires de Pensée dans l'urgence. Et puis il semble qu'il y ait une série sur Arte qui commence. C'est l'histoire d'une femme médecin humanitaire qui préside une association, Médecins sans frontières. Elle est dans les toilettes de la matinale de France Inter. Le président de la République l'appelle. Elle est nommée ministre des Affaires étrangères. Et que va-t-il se passer? C'est Léa Drucker. Elle chausse des talons aiguilles après ses baskets et ne va-t-elle pas trébucher? Donc c'est aussi une recommandation que je vous fais. Merci à vous.